Alors, amis téléspectateurs de Amani TV 1924-2024, ça fait 100 ans. Et cette année, c'est, disons-le, le 100e anniversaire de ces Jeux Olympiques de Paris. Et le professeur Oumar Dioum en sait beaucoup de choses. D'ailleurs, dans son livre Lumière noire de l'humanité, il a parlé d'inventeurs, héros, artistes et sportifs. Et c'est justement cette dernière catégorie de sportifs qui va nous intéresser aujourd'hui. Avec lui, nous allons voir donc, déjà pour commencer, la première participation africaine du professeur Dioum au niveau de ces Jeux Olympiques-là. Ces Jeux Olympiques-là étaient le premier tournoi international de football qui ait jamais été organisé dans le monde par la FIFA. International au sens de l'Europe et d'autres continents, parce que c'était l'Europe et l'Amérique du Sud. Et donc l'Amérique du Sud, l'Uruguay et l'Argentine étaient présentes. En Uruguay, il y a une minorité de Noirs, peut-être 3 à 4% de la population, qui eux ont survécu. D'ailleurs, quand je suis allé à Antel, Administration nationale des télécommunications, où j'avais été envoyé par l'UIT pour animer un séminaire, n'est-ce pas? La dame qui était médecin de la société était une négresse. Elle s'appelait Julia, elle m'avait reçu chez elle, elle était mariée à un Uruguayen blanc. L'avocate de la société était aussi donc une négresse. Et puis elle m'avait mis en contact avec une société qui s'appelle Mundo Africa, donc qui cherchait leurs racines africaines. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'ils m'ont demandé, mais d'où vient le mot tango, donc la danse du tango? Parce qu'ils ont cherché, ils disent qu'ils ont cherché partout dans les tango. Je leur ai dit tango, diapo, n'est-ce pas? Lengo, ça vient du Wolof, tout simplement. Et que ce n'est pas étonnant parce que Andrade ressemble, n'est-ce pas, avec sa couleur noire de jet, soit en Soudanais du Sud, soit en Wolof, soit en Oromo d'Éthiopie. Mais le mot tango, en tout cas, vient donc de cette région-là. Et Andrade a été couronné. Ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont appelé la merveille noire. Quand l'Uruguay a battu la France par 5-1 en quart de finale. Ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont appelé la merveille noire. Et à la fin de ces Jeux Olympiques, il a été couronné comme meilleur footballeur donc, du tournoi olympique et ensuite comme meilleur athlète de toutes les disciplines du tournoi olympique de 1924, n'est-ce pas? Toutes disciplines confondues. Et en novembre 1924, quand j'ai été à Montevideo, j'ai eu la chance, je l'ai ici dans ce livre qui malheureusement a été épuisé, il va falloir qu'on le réédite pour que vous en ayez un exemplaire, n'est-ce pas? Il y avait l'Égypte aussi. Donc j'ai trouvé par hasard que l'Égypte était l'Égypte. Or l'Égypte de 1924 ressemblait déjà étrangement à l'Égypte de la Coupe du Monde 1934, qui est la première participation de l'Égypte en Coupe du Monde. Parce que l'Égypte de 1934 était composée essentiellement de joueurs venant de la Haute-Égypte, c'est-à-dire de joueurs de notre temps à nous. Et donc, mais en parlant toujours de José Leandro Andrade, on va parler du fait qu'il y a de ces choses, de ces exploits qu'il a fait, mais qui peut-être étaient un peu occultés. Vous en avez souligné quelques. Oui. Mais vous citez, je vois ici que vous citez une surprise, disons, quand vous parlez du fait que l'Europe, par exemple, n'avait jamais vu un blanc, ou un noir, j'allais dire, n'est-ce pas, jouer au football comme ça. Europe had never seen a black man. En citant cet article, qu'est-ce que vous vouliez vraiment montrer à travers ça? Celui qui a écrit ça est un blanc descendant d'anglais et d'espagnol, Eduardo Galeano Hughes, dans Soccer in Sun and Shadows, football au soleil et à l'ombre. C'est lui qui l'a écrit, c'est à la page 47, je crois, qu'il a écrit ça. Il a dit qu'il y a un match où Andrade a jonglé de la tête, n'est-ce pas, depuis le centre du terrain jusque dans le camp adverse en courant. Ce qu'on n'avait jamais vu. Et ensuite, Andrade était le plus grand joueur de son temps. Il était l'équivalent de Messi, n'est-ce pas, et de Cristiano Ronaldo. Et je dirais même qu'il leur est supérieur parce que lui,
n'est-ce pas, ils n'avaient pas l'avantage d'être protégés comme aujourd'hui par le carton jaune et par le carton rouge, qui ne sont apparus dans les terrains qu'en 1970. Ça veut dire qu'il était exposé. Ouais, il était exposé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai envoyé, n'est-ce pas, dans YouTube, la finale de la Coupe donc, des Jeux Olympiques de 1924, où vous voyez l'équipe au maillot foncé, c'est la Suisse avec la croix blanche. La Suisse, donc, son drapeau, c'est rouge avec la croix blanche. Et l'équipe au maillot clair, la céleste, c'est la couleur bleu céleste. C'est pour ça que l'équipe d'Uruguay est appelée la Celesta. La Céleste. Et on va faire une petite digression. Quand vous pensez, en tout cas, quand vous regardez aujourd'hui le sport, il y a quelques années, on a parlé tantôt de, n'est-ce pas, de ces cartons rouges, jaunes. Mais quand vous regardez aujourd'hui le sport, le football précisément, sur le plan, en tout cas, évolution, quand on parle de ces exploits que les Noirs ont fait, aujourd'hui, avec les transferts, quel commentaire pouvez-vous donner aujourd'hui sur ça? Le football est devenu une culture universelle. Que se partage tout le monde. Que tout le monde. Dans tous les pays et dans tous les coins et recoins de la planète, n'est-ce pas, il y a le football et il y a la possibilité d'assister à un match de football à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication en temps réel. Ou même, donc, dans le pire des cas, en différé, mais en temps réel. Donc le football, aujourd'hui, est une culture universelle. C'est une culture universelle. Il faut voir l'arrivée de Sadio Mané en Égypte en 2019. Lorsque Sadio Mané est arrivé en 2019, et que l'Égypte, n'est-ce pas, que heureusement, n'est-ce pas, que heureusement, Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, a saisi au vol avec sa bombe à fragmentation Nation Nègre et Culture. Donc l'Égypte, donc heureusement, Cheikh Anta Diop a rendu à ses racines africaines. Il faut voir, alors que donc l'Égypte avait 500 ans de colonisation grecque par Alexandre le Grand, moins 332 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, et puis 500 ans, et puis donc les Arabes ne sont arrivés en Afrique qu'en 639, bien après. En 639 après Jésus-Christ, avec Amr ibn al-As, envoyé par le calife Omar ibn al-Khattab, et un des Omar, donc le calife Omar ibn al-Khattab, et ensuite un des généraux donc d'Amr ibn al-As, Okba ibn Nafi, c'est lui qui a fondé la ville de Kérouan, en Tunisie, dans le nord de la Tunisie. Je n'ai pas eu la chance d'aller donc à Kérouan lorsque j'ai été en mission en Tunisie, mais j'ai eu la chance de visiter la plus ancienne université du monde, la Qarawin, la Kérouanaise. C'est une femme qui a fondé cette université à Fès. Lorsque je suis allé à Fès, n'est-ce pas, m'incliner donc devant le tombeau de Cheikh Ahmed Tijan Chérif radiallahu ta'ala. Voilà. Donc, il faut dire que donc, cette équipe d'Égypte de 1934 déjà était annoncée par l'équipe de 1924, dont on retrouvera probablement la photo. Qui est qu'en 2019, lorsque Sadio Mané y a été. Sadio Mané, lorsqu'il a été, l'accueil qu'il a eu. Montre qu'il y a quand même. Il a eu. Ça montre le choc. Le choc. Et ensuite, le choc, non seulement épistémologique, parce que ça c'est une affaire d'intellectuel, de spéculation, mais la conscience historique. Cheikh Anta Diop, quand il disait qu'un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population, pour avoir été professeur de statistique en école d'ingénieur, n'est-ce pas, une population, c'est un ensemble d'individus qui ont des caractéristiques communes. Cette différence d'un peuple. Oui. C'est un ensemble d'individus qui ont des caractéristiques communes. Ça peut être des moutons, des chèvres, des éléphants, des buffles, etc. Et pour dire que l'importance même de cette conscience historique-là,
même en prenant un Européen comme Lothar Matthäus, qui a été le capitaine de l'équipe d'Allemagne en 1990, quand l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde, et qui a été ballon d'or en 1990. En 1994, avant la Coupe du Monde, on a interrogé Matthäus sur le sursaut d'orgueil des Allemands en 1982 à Séville contre la France, lorsqu'ils étaient menés par 3-1 en deuxième mi-temps de la prolongation. Lorsque Alain Giresse, ça je l'ai dit devant Alain Giresse ici en 2014 au Terroubi, lorsque Alain Giresse a marqué donc le 3e but français. Et que l'ancien sélectionneur, je l'ai dit devant lui ici. Lorsque donc le match, on croyait le match terminé, l'Allemagne menée par 3-1. Rummenigge, qui avait un bandage à la cuisse, a voulu se lever pour rentrer dans le terrain. Joop Derwal, l'entraîneur, l'a fait se rasseoir. Après, quand il est rentré, il est revenu à 3-2. Ensuite, Klaus Fischer a égalisé à 3-3. Ensuite, il y a eu la première séance de tir au but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Matthäus a dit, nous, on ne pouvait pas concevoir que la France nous batte. La France a commencé à battre l'Allemagne en football à partir de la génération des Zidane, donc descendants de Kabyles, algériens, et de la génération de Zidane et de Vieira. Vous vous souvenez très bien de Vieira et de Lilian Thuram. C'est pas que j'ai rencontré sur un plateau ici, je crois que quand Thuram était venu présenter ici son livre ici, n'est-ce pas? Donc inconsciemment, donc dans la conscience historique, il y a le côté conscient et il y a le côté inconscient. Et donc on peut dire qu'il y a quand même un apport, n'est-ce pas, du football, disons, sur l'histoire même, ou en tout cas le brassage des peuples. Ça, absolument, absolument. Et pour le cas de l'Afrique, ça s'est manifesté quand même à travers, peut-être, disons, l'exemple que vous avez donné tantôt avec l'Égypte. Absolument. Absolument, absolument. Et l'Afrique est partie, n'oubliez pas, en Coupe du Monde 1962, l'Afrique ne pouvait pas participer parce que ce Stanley Rous, qui était le président de la FIFA, était un partisan de l'apartheid. N'est-ce pas? L'Afrique a refusé, n'est-ce pas, une demi-place en Coupe du Monde 62. En 66, c'était la même chose. C'est en 70 qu'on a eu une place avec le Brésilien João Havelange. Havelange, qui vient d'un pays, le Brésil, dont 50% de la population est nègre. 50% de la population brésilienne. C'est 25% qui sont donc des mélanges de noir et de blanc. C'est 25% qui sont donc, je dirais, albo-européens, comme dirait le président Senghor. Professeur, donc la lutte, en tout cas pour l'affirmation de l'Afrique, a souvent eu des contours qui dépassent les seules batailles politiques. Absolument. 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 Le problème de la conscience historique se pose partout. Il se pose partout. Et le sport, quand on regarde aujourd'hui, en tout cas au XXIe siècle, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, en 1968, peut-être, je ne sais pas si vous étiez à l'époque né, en 1968, lors des Jeux Olympiques de Mexico, lorsque Tommy Smith et John Carlos ont gagné donc la médaille d'or et la médaille d'argent, n'est-ce pas, donc du 200 mètres, tous les deux, ils ont mis un gant noir et, quand on jouait l'hymne américain, et puis ils ont levé le poing. Pour signifier quoi? Qu'ils étaient « Say it loud, I'm black and I'm proud ». Je suis noir et j'en suis fier. Et le racisme aujourd'hui, bon, disons que ce n'est plus, ou en tout cas je ne suis pas peut-être bien placé, mais vous pouvez le dire. Quel est votre regard sur le racisme? Dans le sport, il y a des résidus. Il y a des résidus du racisme primaire, primitif, sinon sous-primaire, de la période coloniale. Et ces résidus-là, en fait, ressurgissent pendant les périodes de crise et pendant les périodes de difficultés économiques. Ou comme disait Daniel Guérin, qui avait écrit La décolonisation du noir américain, qui avait écrit donc de l'oncle Tom au Panthère,
le petit blanc raciste du sud des États-Unis trouve une fiche de consolation dans le fait qu'il est blanc. Le simple fait d'être blanc le console. Oui. Mais après, quand il se réveille, après, à un moment donné, il se rend compte que le fait d'être blanc ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Et quand il rencontre aussi, je peux vous raconter une anecdote, si vous me permettez. Bien sûr. Quand je venais d'arriver à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en année préparatoire, il n'y avait pas eu de problème parce qu'on était à une centaine de kilomètres de Lausanne, donc dans une ville qui s'appelle Freiburg am Zarnen, parce que le fleuve qui traverse s'appelle la Sarine, Zarnen en allemand, Freiburg am Breisgau, c'est donc le Freiburg de là où joue d'Embaba, n'est-ce pas, en forêt noire en Allemagne. Alors, donc, quand j'étais en année préparatoire, il y avait donc deux Camerounais, trois Malgaches, et moi-même, et puis un Rwandais. Donc ce problème ne se posait pas entre nous. Et nous avions aussi un métis, un mulâtre congolais, mais qui était historiquement conscient, n'est-ce pas, dont le père et la mère étaient mariés, sa mère était noire, son père était blanc. Il s'appelait Jean Moutamba. Mais il nous a expliqué, et c'est là qu'on a compris qu'il était des nôtres. Il a dit, mais moi, ma mère sont mariés, mon père s'appelle Schulman. Schulman, c'est mon nom allemand, mon père est allemand. Mais Moutamba veut dire l'homme de la forêt. L'homme de la forêt. L'homme de la forêt. Donc, alors, on a passé l'année, etc. Et tout ça. Et puis quand je suis arrivé à l'école polytechnique, nous étions 47 en première année. Nous étions dans la section des ingénieurs physiciens. Et j'étais le seul nègre. N'est-ce pas? J'avais un camarade malgache. Donc les Malgaches, quand nous étions en année préparatoire, les Malgaches, la France, comme d'habitude, avec son délire classificatoire, comme disait Aimé Césaire, n'est-ce pas, les avait manipulés de telle sorte qu'ils se croyaient supérieurs donc, à nous autres nègres du continent. Un jour, il y a l'un d'eux, quand nous étions en année préparatoire, qui a eu le malheur de me demander quel est le niveau des études chez vous. Je lui ai répondu, je sortais de mai 68, j'étais l'un des responsables, l'un des 45 responsables du conseil d'administration de l'Union démocratique des étudiants sénégalais en mai 68, ici à Dakar. Je lui ai dit, le niveau des études chez nous, c'est que quand les dirigeants du mouvement démocratique, la rénovation malgache, il a sursauté. Je lui ai dit, le docteur Rasset, Ravohangi et Monja Jaune, quand la France a réprimé ce mouvement-là dans le sang, qu'il y a eu 100 000 morts, c'est de partir de là d'ailleurs que vous détestez les Sénégalais parce qu'on appelait tous les tirailleurs des tirailleurs sénégalais. Je dis, quand il a fallu aller les défendre pour, n'est-ce pas, procès, pour avoir lancé l'insurrection, il n'y avait aucun avocat malgache. Il n'y avait pas d'avocat malgache. C'est un avocat nègre comme moi, grand, noir de G, Maître Lamine Gueye. C'est elle qui est allée les défendre. C'est lui qui est allé les défendre. Vous étiez au courant de ça? Ils ont tous baissé la tête. Et ça a parcouru tous les malgaches, donc ceux qui étaient à Genève, ceux qui étaient à Neuchâtel, etc. et tout ça. Donc alors, quand nous sommes venus à Lausanne, donc on était 47 en première année, il y en a un, je me rappelle toujours, il s'appelait Serge Cochran, donc je me rappelle toujours. Un jour, il m'a demandé, nous étions 47. C'est après, quand nous sommes devenus, quand la section des ingénieurs mathématiciens a été créée, nous sommes passés donc en mathématiques de l'ingénieur. Nous étions 14. Bon, il y avait toujours ce camarade malgache qui m'a cherché d'ailleurs et qui m'a retrouvé même en 98. Cet ami malgache-là, j'ai encore des photos de lui dans Internet. Alors, Serge Cochran m'a demandé devant les autres, mais est-ce que c'est ici que tu as appris à parler le français? Je lui ai dit oui. Il a sursauté. Devant tout le monde. Je lui ai dit, c'est ici que j'ai appris à parler le français.
Oui, 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 oui. Et puis j'ai marché à pied depuis le Sénégal jusqu'ici. Et puis, il a commencé à dire, mais comment ça? J'ai dit, mais non, c'est parce que moi, quand j'allais à l'école, j'allais avec les lions, j'allais avec les singes, j'allais avec les éléphants. Et puis, il a commencé à... L'image de l'Afrique, il y en a toujours aujourd'hui. Non, non, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, d'ailleurs, quand j'allais chercher mon visa, il y a un grand arbre qu'on appelle le baobab chez moi, n'est-ce pas? La branche la plus grande, c'était le bureau de l'ambassadeur. Les autres, c'était les bureaux des gens qui... Alors après, jusqu'à ce qu'on ait notre diplôme, ils n'ont plus jamais osé me poser, plus jamais. Et ça, c'était une manière pour vous de leur montrer que, bon, si vous ne nous considérez pas, tant pis. Moi, c'est la manière de dire, donc, comme on dit en wolof, ku yëkkati sa benn loxo ne faalewuma kenn yëkkatil benn bi ne kenn man ku yëkkati sa loxo ne faalewuma kenn yëkkatil beneen bi ne kenn faalewuma. Et cette réciprocité aujourd'hui, est-ce qu'il est facile quand même de l'appliquer toujours? Ah, mais c'est encore plus facile avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et si on prend le fossé, l'écart qu'il y a quand même entre le continent et peut-être... Non, même pas le foot, mais dans tous les autres domaines. Il suffit d'aller faire des recherches dans YouTube, dans Wikipédia, et il suffit d'aller se documenter dans les revues. N'est-ce pas? Les Américains, malgré tous leurs défauts, et les Allemands aussi, malgré tous leurs défauts, ils ont une qualité. Quand ils sont en face de la vérité, ils la reconnaissent. C'est pour ça qu'en wolof, on dit dico-allemand. Le français, lui, il a toujours eu un complexe de supériorité. Pas seulement vis-à-vis du nègre, mais vis-à-vis des autres Européens. C'est pour ça qu'en français, il y a l'expression les histoires belges. N'est-ce pas? On dit une histoire belge. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Et puis on dit, c'est une auberge espagnole où chacun trouve ce qu'il y apporte. N'est-ce pas? On dit ça, non? Oui. Et puis les Italiens, ils les appelaient les ritals. N'est-ce pas? Les Allemands, ils les appelaient les poches. Et la France est le plus ancien État centralisé, n'est-ce pas, d'Europe. En 1327, sous Philippe le Bel, la France était déjà un État centralisé. En 1491, la France, le roi de France a épousé Anne de Bretagne, qui était la reine de Bretagne. Et puis la France, donc, au moment où Nice et la Savoie ont été rattachés à la France en 1861, la France avait pratiquement ses frontières d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Et quand on parle, professeur, de tous ces efforts qui sont faits pour justement rétablir la vérité, l'histoire réelle, n'est-ce pas, de l'Afrique, pour montrer qu'il n'y a pas quand même d'infériorité, de complexe. Aujourd'hui, quelle doit être la position de la jeunesse du continent par rapport à cela? Il faut qu'elle connaisse la vérité. Il faut qu'elle connaisse aussi la part de responsabilité de certains des nôtres, qui ont trempé dans la traite négrière orientale et dans la traite négrière donc atlantique. Il y a des documents, il y a des preuves de cela. Il faut que ce soit dit et écrit. Parce que, malgré tout, en Europe, en Amérique, il y a des gens qui écrivent et qui reconnaissent. N'est-ce pas? Moi, je peux vous envoyer, en janvier 2005, la banque JP Morgan, n'est-ce pas, dans le journal La Presse de janvier ou février 2005, elle avait donc mis à disposition un fonds de 5 millions de dollars pour des bourses pour des étudiants africains-américains. Parce que cette banque-là, on avait apporté la preuve qu'ils avaient donc mis en gage à peu près 1 millier d'esclaves. Et ils l'ont fait sous forme de réparation? Oui, absolument. Ah oui. Mais il y a aussi des gens de chez nous, n'est-ce pas? Moi, je l'ai dit dans une conférence à Montréal, il y a il a fallu d'ailleurs que je fasse une conférence à la Maison de la Jamaïque
donc à Jean Talon Ouest, rue Jean Talon Ouest. Ce jour-là, j'étais avec un compatriote sénégalais à la Maison de la Jamaïque, devant les Jamaïcains, parce que avant les Jamaïcains, les autres nous regardaient en nous disant franchement, c'est vous qui nous avez vendus, etc. et tout ça. Mais il a fallu qu'ils sachent la vérité pour changer de position. Il y a des responsabilités internes. Oui, il y a des gens qui se sont élevés aussi contre ça. C'est pour ça que j'avais fait l'émission du 7 mars 2016, n'est-ce pas, sur la révolution Torodo, n'est-ce pas, à Ken Suleiman Bal, avec donc notre compatriote, notre illustre journaliste Sadakan. Et donc quand j'ai fait cette conférence-là, donc ce Job Ben Salomon, il l'appelait, c'était un héros pour eux. Il avait quitté donc le statut d'esclave. Il avait été vendu il avait été négocié dans un bateau de négrier, n'est-ce pas? On l'a donc kidnappé. Il est devenu esclave. Après, on l'a affranchi. On a vu qu'il savait lire et écrire le Coran parce qu'il était marabout, n'est-ce pas? Fils de marabout. Puis après, on l'a libéré. Il est revenu. Quand il est revenu, il s'est remis à revendre des esclaves encore. Et ça, n'est-ce pas, le professeur Abdoulaye Bathily a écrit sur lui un article dans donc, la collection Les Africains. Et ça j'ai donné une conférence sur ça. J'étais d'ailleurs à côté de mon ami là qui portait le même nom que lui, qui m'a dit ah non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit ah non, j'ai dit il faut dire ça à nos frères là, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont conscients que nous aussi nous avons eu une part de responsabilité dans cette situation-là. Et pour conclure, professeur, il y a le temps que l'on me signale. Une toute dernière question par rapport à cela surtout, c'est que quand on situe maintenant nos responsabilités internes et les responsabilités qui ne nous concernent pas forcément, oui. Quelle doit être maintenant l'autre étape à franchir, next step, pour surtout l'affirmation de l'Afrique? L'autre étape à franchir, n'est-ce pas, c'est dire que les peuples se sont développés sur la base de trois piliers. Le travail, la discipline et la solidarité. Travail, discipline, solidarité. Et la solidarité. Le travail, la discipline et la solidarité. Si c'était seulement les matières premières du sol ou du sous-sol, mais alors l'Afrique serait le continent le plus riche au monde, n'est-ce pas? Et si c'était seulement les banques, l'Italie serait aussi développée que la Suisse. Pourtant, les banquiers florentins existaient à la même époque que les banquiers suisses. Mais la Suisse est loin devant, n'est-ce pas? C'est une question donc de travail, de discipline, de solidarité. Et les trois se rejoignent, n'est-ce pas, dans l'éducation. Le mot éducation vient du latin ex ducere, c'est-à-dire ex ducere. Ex veut dire hors de, ducere veut dire sortir de l'obscurité. Ça veut dire comprendre que l'intelligence et l'instruction, ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? C'est la créativité. L'intelligence et l'instruction, qu'est-ce qui fait la différence, justement? On peut être instruit, c'est-à-dire qu'on peut réciter. On peut réciter, n'est-ce pas? Apprendre et réciter. La créativité, n'est-ce pas? C'est le fait d'imaginer. L'imagination est plus importante que le savoir. C'est le fait d'imaginer pour fabriquer. C'est peut-être ça qui porte aujourd'hui les innovations qui changent notre monde. Absolument. Vous en avez fait l'exemple, n'est-ce pas, avec ces algorithmes de logiciels que vous avez eu à développer. Oui, bon, ça c'est... J'en parle parce qu'il faut quand même des références. Oui. J'ai beaucoup d'anciens de mes élèves dont je suis fier, dont même un a été ministre ici, donc dont d'autres ont été ministres dans d'autres pays, dont certains encore, comme je vous ai dit, sont en activité. Donc, n'est-ce pas? Parce que j'ai toujours, justement, la première fois que je venais toujours en classe,
Je disais toujours à mes étudiants, aussi bien quand j'étais à Bingerville, quand j'étais en début de carrière, parce que j'ai enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire et puis dans l'enseignement supérieur. Je disais toujours aussi bien donc à Bingerville qu'à l'école polytechnique de Thiès ici, à mes étudiants, le parcours que j'ai eu, tout ce que j'ai pu réaliser, vous êtes capable de le réaliser. Mais quand même, il faut des orientations. Vous êtes capable. Donc ça, c'est une question de pédagogie. De pédagogie. Il faut un système dans lequel celui qui enseigne est évalué. Celui qui enseigne, il doit être évalué. Comme celui qui a... Absolument. Okay. Parce que celui qui enseigne, mais c'est lui qui est l'émetteur. Il y a l'émetteur, il y a le système de transmission et il y a le récepteur. Mais celui qui vous reçoit, il n'a rien à faire du fait que vous veniez et que vous lui parliez de la liste de tous vos diplômes. Il n'en a rien à... Non, n'est-ce pas? Et quand, même justement, à propos de l'intelligence et de l'instruction, quand on dit de quelqu'un qu'il a l'entendement lent, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'entendement. Ça veut dire qu'il comprend moins vite que d'autres. Ceux qui sont excellents n'ont pas besoin de professeurs. Ceux qui sont très bons n'ont pas besoin de professeurs. Ceux qui sont bons n'ont pas besoin de professeurs. Ceux qui sont assez bons n'ont pas besoin de professeurs. N'est-ce pas? Ceux qui sont apparemment moyens, je dis apparemment. Pourquoi est-ce que je dis apparemment moyens? Apparemment, ils comprennent moins vite que les autres. Ou bien ils ont peut-être d'autres problèmes, etc. et tout ça. Albert Einstein a dit que la connaissance c'est l'expérience, le reste n'est que de l'information. Einstein avait des professeurs qui lui disaient quand il était à l'école secondaire, parce qu'il y avait un système dans lequel, n'est-ce pas, on se vantait d'avoir 90% d'échecs et 10% de réussite. Or, un système qui réussit, c'est un système dans lequel il y a 90% de réussite et 10% d'échecs. Einstein avait des professeurs qui lui disaient « Votre présence dans ma classe est une insulte pour moi ». Albert Einstein, vous vous rendez compte? Parce que ces gens-là ne comprenaient pas. Encore une fois, celui auquel on dispense l'enseignement, n'est-ce pas? C'est un client, c'est un service qu'on lui vend. C'est un client, c'est comme la notion de qualité de service. La qualité de service, c'est la perception qu'on a, n'est-ce pas, de celui auquel on vend le service, ou de celui auquel le service est délivré. C'est ça la qualité de service. C'est aussi simple que ça. Et puis il faut toujours... D'ailleurs, on revient au football. Pour conclure, j'ai vu, donc, dans une émission de télévision, lors de la remise du Ballon d'Or, une phrase de Johan Cruyff. Johan Cruyff, qui est né la même année que moi, qui est décédé en 2016. Johan Cruyff disait que il est simple de jouer au football. Mais il est difficile de jouer un football simple. Il est simple de jouer au football, mais il est difficile de jouer un football simple. Et quel enseignement peut-on tirer de ça? Ah, mais jouer un football simple, c'est comprendre que le dribble le plus rapide, c'est la passe au partenaire qui est démarqué, qui est à côté. Et donc, pour résumer cette émission, moi je dirais qu'il faut quand même... Next step, en tout cas, c'est, vous avez parlé de travail. Discipline, solidarité, oui. Parce que nous, quand nous étions à l'école primaire, donc quand nous étions à l'école primaire et à l'école secondaire, même à l'école primaire déjà, c'était les trois. Et c'est ça, si vous pouvez observer, n'est-ce pas, les pays qu'on appelle développés. Un pays qui est développé, c'est un pays qui est capable de nourrir sa population, de soigner sa population, de vêtir sa population, d'éduquer,
nourrir sa population, soigner sa population, éduquer sa population et loger sa population. Et on peut ajouter, bien entendu, vêtir sa population. C'est tout. On peut avoir tout ça s'il y a le travail, la discipline et la solidarité. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, professeur. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. Je vous le disais, c'était un honneur. Je crois que c'est confirmé à travers la richesse des échanges que nous avons eus avec le professeur Oumar Dioum. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.